Je vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. La course aux élections américaines s'est achevée, alors nous voulions aborder aujourd'hui quelques enjeux passés un petit peu dans l'ombre de cette campagne. Tout d'abord, on a peu parlé de changement climatique et de la nécessité de mettre en avant les énergies renouvelables, ce que tente de faire la loi sur la réduction de l'inflation, l'IRA. On va voir ce que c'est, adopté en 2022. Les deux candidats sont montrés peu volubiles sur ces questions. Plus de 80% de l'énergie produite et consommée aux États-Unis provient encore des énergies fossiles et c'est toujours le second producteur mondial de gaz à effet de serre, derrière la Chine. Alors que les récents ouragans et inondations ont dévasté de larges territoires et qu'on compte des décès, peut-on encore ignorer ces questions en 2024 ? Tout comme on ne peut faire l'impasse sur le climat de polarisation et de radicalisation de nombreux citoyens américains, 2 fois plus d'électeurs blancs sans diplôme universitaire ont voté républicain, et donc pour Donald Trump, que pour les démocrates. De nombreux observateurs constatent aussi la montée de l'extrême droite et une fracture raciale qui ne cesse de s'élargir au sein de la population américaine. De quel climat démocratique jaillira le vote américain ? Nous en parlons tout de suite. Restez là. À Je vote pour la science, nous intéressons aujourd'hui à l'un des angles morts des élections américaines. Je veux parler des changements climatiques. Je suis en compagnie d'Yvan Clich, spécialiste en énergie au Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, pouvez-vous me dire, Monsieur Clich, quelles sont les positions du Parti démocrate sur l'énergie et le climat, puis après celles du Parti républicain? Commençons par le Parti démocrate. Du côté du Parti démocrate, on a adopté une loi absolument très importante, historique, peut-être la plus importante loi à propos de l'environnement et certainement du côté des changements climatiques, l'Inflation Reduction Act en 2022, qui est une loi qui est très généreuse en matière de mesures fiscales pour soutenir le développement des énergies, des technologies décarbonées. Alors, on parle bien sûr du solaire, de l'éolien, des batteries, etc. Donc, déjà, ça a donné lieu à plusieurs dizaines de milliards de dollars d'investissements qui sont en train de se réaliser et qui sont en train de se déployer, notamment pour la production manufacturière de batteries. Alors, c'est une loi qui a donné vraiment un gros coup de pouce à l'objectif américain de décarboner le réseau d'électricité pour 2035. Alors, et du côté du Parti démocrate, effectivement, il y a eu vraiment, je pense, un changement de ton, c'est qu'on n'a pas, on a maintenant pris le changement climatique non pas comme une contrainte, mais comme une opportunité économique de bouger de façon plus nette en faveur des technologies décarbonées. Et aussi, il y a un objectif géopolitique derrière ça, c'est de se séparer de la dépendance envers la Chine en matière de développement des énergies renouvelables. On sait que la Chine, c'est grâce à elle finalement que les énergies solaires et éoliennes et les batteries ont baissé de coût depuis une dizaine d'années et les Américains donc sont devenus très dépendants des technologies chinoises en la matière et ils ont cet objectif de se séparer de cette dépendance envers la Chine. Et je rappelle là-dessus que les énergies décarbonées sont très consommatrices de minéraux et les Chinois ont une domination complète en matière de raffinage des minéraux pour le développement des technologies décarbonées. Alors ça, c'est pour le Parti démocrate. Du côté républicain, bien sûr, venant de la bouche de Donald Trump, il n'y a rien de très bon qui sort du côté énergie décarbonée et changement climatique. Pour en résumé, pour le Parti républicain, surtout des propos de M. Trump, ce qu'on décode, c'est vraiment de développement tout azimut des énergies fossiles. Alors, son slogan, c'est « Drill, baby, drill ». Mm-hmm. Donc, c'est de poursuivre dans le développement des énergies fossiles. Et le paradoxe, pour moi, c'est que les Américains sont déjà, de toute façon, au sommet de l'échelle en termes de production fossile. Les Américains sont de loin maintenant le plus grand producteur de pétrole au monde, un très grand aussi producteur de gaz et le plus grand exportateur de gaz naturel liquéfié. Donc, ils sont déjà au sommet. Et quand on écoute M. Trump, on a l'impression que les Américains partent du bas et ils veulent revenir vers le haut. Or, ils sont déjà dans le haut. Et moi, j'ajouterais, c'est ce paradoxe, c'est que les partis républicains parlent beaucoup de domination énergétique, de energy dominance,
mais ils sont déjà dominants dans les énergies fossiles et ils ont l'occasion, avec l'Inflation Reduction Act, que M. Trump veut défaire, de devenir dominant aussi éventuellement dans quelques années dans le domaine des énergies décarbonées. Alors, ça serait véritablement la domination énergétique, toute énergie confondue, que les Américains pourraient avoir cette position-là dans quelques années. Et en voulant défaire l'Inflation Reduction Act, donc toutes les mesures qui sont pro-énergie renouvelable, en fait, moi, je pense que les républicains iraient à l'encontre de cette volonté de domination énergétique. Alors, je termine là-dessus. Il y a beaucoup de républicains qui se sont aperçus de ça et qui ont dit, écoutez, non, M. Trump, il ne faut pas défaire toute l'Inflation Reduction Act, il ne faut pas défaire toutes les mesures pro-énergie décarbonée parce qu'effectivement, ça va nous permettre aussi de dominer ce secteur-là et d'être un joueur mondial dans toute énergie confondue. Oui, c'est des opportunités. Quels sont maintenant les enjeux de l'élection sur le positionnement justement des États-Unis en matière énergétique sur les plans national et international? C'est sûr que les Américains, il y a un grand enjeu absolument fondamental, c'est que si M. Trump est élu, il a déjà annoncé qu'il allait de nouveau retirer les États-Unis de l'accord de l'accord de Paris, des engagements de l'accord de Paris. Donc, il l'avait fait à sa première journée ou presque de mémoire lors de sa première élection. Et là maintenant, il dit qu'il va faire effectivement la même chose. Donc, on perd donc tout le leadership des États-Unis, l'importance des États-Unis comme acteurs. Il ne faut pas oublier que les États-Unis, c'est le plus grand pays émetteur sur le plan historique et le deuxième plus grand émetteur de gaz à effet de serre dans le monde après la Chine. Donc, si vous perdez ce joueur-là, c'est évident que la portée des engagements et des actions vont avoir une moins grande conséquence, un poids beaucoup plus allégé si les États-Unis n'y sont pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que je pense que si cela s'avère, je pense que les autres pays vont tout simplement, en tout cas plusieurs vont être incités à en faire encore plus. Et donc, ça pourrait peut-être avoir cet effet rebond positif. Enfin, on verra. Du côté de l'administration démocrate, de toute façon, ça serait tout simplement la suite des choses. Les Américains resteraient fermement engagés dans le combat contre les changements climatiques. Il y aurait probablement aussi donc maintien des réglementations qui visent à avoir un réseau d'électricité décarboné en 2035. Oui. Alors, ce serait la suite de ce qu'on a vu des actions qui ont été engagées et honnêtement, des actions qui étaient quand même très conséquentes et ambitieuses. Oui. Et pour finir, peut-être, quels sont les impacts possibles pour le Québec et le Canada? C'est des impacts quand même assez importants parce que du côté américain, avec l'Inflation Reduction Act, il y a des mesures fiscales qui sont accessibles à des pays qui ont des ententes de libre-échange avec les États-Unis. Donc, c'est le cas du Canada. Donc, les Canadiens, les Québécois ont accès à certaines des mesures qui sont promulguées par l'Inflation Reduction Act. Et si effectivement M. Trump venait au pouvoir, avec l'attitude qu'il a affichée lors de son premier mandat, on se souvient qu'il a déchiré l'entente de libre-échange avec le Canada et le Mexique. Il va falloir donc encore être aux aguets pour voir est-ce qu'il va vouloir retirer les mesures ou ne plus donner accès aux Canadiens et aux Mexicains et à d'autres pays qui ont des ententes de libre-échange avec les États-Unis aux mesures qui sont contenues dans l'Inflation Reduction Act. Malheureusement, c'est certainement une épée de Damoclès qui nous pend au-dessus de la tête. Il y a pas eu, j'ai pas vu en tout cas d'indication claire à cet effet, d'écrit ou de déclaration verbale. Mais chose certaine, c'est sûr que pour le Québec, il va falloir être attentif à une action possible de l'administration Trump à cet égard. Oui, être vigilant. Une vraie dernière question. Vous avez publié il y a 2 ans Jusqu'à plus soif, enjeux et conflits énergétiques aux éditions Fides. C'était un livre sur la géopolitique de l'énergie. Il a été finaliste au prix Hubert Reeves aussi, 2023 de vulgarisation scientifique. Félicitations. Mais pouvez-vous nous dire quels seront les conflits liés à une victoire républicaine ou démocrate en matière d'énergie que vous entrevoyez? Écoutez, encore une fois, je pense que l'enjeu, c'est, moi je le vois en termes de coopération à l'international en matière d'énergie et de climat. C'est clair, je ne pense pas être trop partisan en disant que si c'est une administration démocrate, on peut encore s'attendre à une main tendue
dans les discussions en énergie et climat, incluant la Chine, parce que, encore une fois, l'enjeu va beaucoup porter sur une coopération éventuelle entre les États-Unis et la Chine. Avec une administration républicaine, on le sait, de toute façon, les États-Unis vont faire chaise vide en matière de coopération énergétique et climatique. Donc, c'est clair que il y aurait probablement beaucoup moins de nuages gris dans le ciel s'il y avait une administration démocrate qui était reconduite au pouvoir. Également, il y a quand même aussi ce profil, malgré tout, à l'horizon, et là, quel que soit l'administration aux États-Unis, quand même une certaine forme de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine en matière de technologie décarbonée. Les Américains ont pris beaucoup de retard. Les Chinois, au cours des 30 dernières années, ont développé une formidable industrie de technologie décarbonée. On parle notamment solaire, éolien, véhicules électriques. Et cette domination-là, maintenant, menace les intérêts économiques des Occidentaux, incluant les Américains. Et c'est clair que les Américains, il y a une volonté de la part des deux partis politiques d'éroder cette domination-là. Donc, à la fois une coopération en matière de climat, mais également une guerre économique autour des énergies décarbonées et des chaînes d'approvisionnement des minéraux critiques qui sont nécessaires au déploiement de ces technologies. Entendu. Merci beaucoup. On était en compagnie d'Yvan Clich, spécialiste en énergie au Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal, le CERIUM. Merci. Merci, au plaisir. Je rejoins à présent le professeur David Morin, professeur à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke et co-titulaire de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, pouvez-vous nous dire ce que produisent les deux conflits en Ukraine et à Gaza sur les élections américaines? Alors, on a coutume de dire en sciences politiques que les enjeux de politique étrangère souvent pèsent assez peu dans les priorités de l'électorat, sauf évidemment pour des sociétés qui seraient elles-mêmes en conflit par rapport à d'autres sujets comme l'emploi, la santé, etc. Évidemment, dans le cas qui nous occupe ici, les choses sont un peu différentes pour deux raisons. La première des raisons, c'est le caractère extrêmement serré des résultats. Et le deuxième, évidemment, c'est que, et c'est la résultante de la première raison, les candidats ont décidé de cibler vraiment des segments très précis de l'électorat. Et dans ce cadre-là, alors là, effectivement, deux conflits, comme le conflit russo-ukrainien ou le conflit israélo-palestinien, pourraient servir, si vous voulez, à l'un et l'autre des candidats à identifier des segments. Alors, par exemple, on peut penser à la communauté arabo-américaine ou à la communauté juive dans certains de ces États clés, par exemple le Michigan, la Pennsylvanie, où là les écarts sont extrêmement faibles et donc effectivement vous pouvez vous présenter à cet électorat-là, avoir un discours en disant voilà quelle est ma position sur ce conflit et que ça puisse effectivement vous apporter quelques votes. Alors là effectivement, Madame Harris est peut-être celle qui est le plus désavantagée par ça, car elle était au gouvernement américain dans les dernières années, donc elle doit se justifier sur son bilan, dire qu'elle va faire les choses différemment, et puis éventuellement ne pas se mettre à dos l'une ou l'autre des communautés. Là où M. Trump, peut-être, c'est plus facile pour lui de dire qu'il réglerait tous les problèmes. C'est d'ailleurs souvent ça qu'il a dit, qu'en une journée, il réglerait le conflit russo-ukrainien, le conflit israélo-palestinien aussi. Donc, c'est certain que là, on a des équilibres qui sont fragiles. Probablement que M. Trump, à l'heure actuelle, évidemment, pointe du doigt la politique américaine dans le cadre du conflit, notamment israélo-palestinien, et essaye de faire en sorte que la communauté arabo-américaine, à défaut de voter pour lui, au moins s'abstiennent de voter pour les démocrates, ce qui pourrait effectivement avoir un impact ultimement. Alors, c'est difficile de le prédire, et souvent, il y a évidemment un élément important, c'est que dépendamment de la position que vous avez, vous pouvez perdre des voix d'un côté, mais les gagner de l'autre. Donc, c'est assez difficile à l'heure actuelle de le prévoir. En fait, on le saura le lendemain des élections, quand on demandera aux gens est-ce que c'est pour cette raison-là que vous avez voté pour telle ou telle personne, et de voir quel impact ça aura eu au final sur le vote. Oui, tout à fait. Comment peut-on expliquer la montée de la radicalisation de certains groupes d'électeurs? On pense peut-être à la montée de l'alt-right, alternative right. Oui, alors absolument. Écoutez, comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Je vous dirais qu'il y a beaucoup de facteurs. Donc la montée de l'alt-right aux États-Unis ne date pas d'hier. D'abord, elle est
je vous dirais, omniprésente dans l'histoire américaine. Alors après, évidemment, elle a évolué, mais on va pas refaire ici un cours d'histoire sur la montée de l'extrême droite aux États-Unis, mais certainement que à partir du milieu des années 2000, avec la crise économique, etc., ça a redonné, si vous voulez, ça a un peu contribué à galvaniser ce mouvement-là de la droite alternative. C'est évident que l'élection de Monsieur Obama, un premier président afro-américain, dont on avait peur qu'il limite l'accès aux armes à feu, qu'il était plus progressiste dans ses politiques, a certainement renforcé cette montée-là. Et puis évidemment l'arrivée de Monsieur Trump, dont les discours ont souvent finalement amené l'extrême droite à se reconnaître dans ses propos. Donc je vous dirais que ça, du côté de l'extrême droite, il y a eu évidemment ces éléments-là, tous ces facteurs-là, mais il y a eu aussi, on pourrait citer la lutte contre le terrorisme, évidemment, on pourrait citer les attentats, on pourrait citer l'économie, etc. Je pense que ce qui est nouveau, en revanche, ici, c'est évidemment le caractère très polarisé de la société américaine. Oui. Et je pense que ça, évidemment, le discours de Monsieur Trump, ou la personnalité de Monsieur Trump y est évidemment pour quelque chose. Pas lui seulement, hein. Vous avez aussi la montée des réseaux sociaux, de tous les médias alternatifs, Elon Musk et compagnie, qui ont aussi contribué à polariser ce débat. Mais c'est vrai que on sent depuis maintenant plusieurs années que, en fait, et c'est ça qui est préoccupant, il y a des électorats américains qui ne se parlent plus, qui sont extrêmement polarisés, qui contribuent même d'ailleurs à délégitimer leurs adversaires politiques. Et Monsieur Trump, je vous le rappelle, a toujours dit que l'élection de 2020 lui avait été volée, n'a pas reconnu la transition pacifique et démocratique du pouvoir envers M. Biden. Donc tous ces éléments-là contribuent à faire en sorte que la société américaine est extrêmement polarisée. Bon, il y a un point important aussi qu'il faut quand même toujours distinguer, c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, les prises de position des groupes les plus extrémistes versus l'américain moyen qui continue quand même de parler à son voisin. Ouais, donc là, parfois, on a une vision quand même un petit peu déformée de la réalité sociale. Exactement. Il n'en reste pas moins que la situation demeure effectivement extrêmement polarisée. Oui, mais ce sont ces groupes d'électeurs très radicalisés qu'on voit le plus sur les réseaux sociaux, finalement. Oui, et qu'on voit le plus assurément aussi dans les meetings de Monsieur Trump. Donc le mouvement Make America Great Again est évidemment extrêmement présent. Ce qui est important ici, c'est de voir que même si ce mouvement-là demeure pas peut-être majoritaire dans le camp républicain, bien qu'il soit évidemment très important, c'est finalement la position des autres électeurs républicains vis-à-vis de Monsieur Trump. Et je pense que Monsieur Trump a contribué vraiment à changer les règles du jeu et à faire en sorte que les critères habituels d'évaluation d'un candidat ne s'appliquent plus. Il a créé sa propre finalement espace politique où les gens acceptent de Monsieur Trump beaucoup de choses qu'ils accepteraient probablement pas d'autres candidats, à commencer évidemment par Madame Harris. Et quand je dis ça, je fais référence à ses discours extrêmement virulents, voire violents dans certains cas, au fait qu'ils mentent régulièrement sur toutes sortes de chiffres, au fait qu'ils ne reconnaissent pas les institutions démocratiques américaines, etc., etc. Donc tous ces discours-là, on dirait que finalement, et évidemment à son dossier criminel, puisqu'il a quand même été reconnu coupable de beaucoup de chefs d'accusation. Donc tout ça, on dirait que finalement, ça ne prend pas, ça n'a pas prise auprès d'une partie de l'électorat américain. Et en ce sens-là, je pense effectivement, on peut dire que il y a une forme de radicalité politique qui s'est invitée dans l'espace politique américain et que le curseur, si vous voulez, a vraiment bougé. Ouais. Oui, mais comment on est arrivé à un tel degré de polarisation aux États-Unis ? Comme je vous dis, souvent il y a des facteurs systémiques et ces facteurs systémiques peuvent être la méfiance à l'égard des institutions. La pandémie, assurément que la pandémie a ajouté probablement à la méfiance dans les institutions notamment. Ça c'est très clair, mais aussi effectivement peut-être au fait que une partie des gens ont été délaissés pour compte de la pandémie. Ça a eu un impact majeur sur leurs ressources économiques, financières, etc. Donc on se retrouve, si vous voulez, aux États-Unis avec une partie de cet électorat qui se sent laissé pour compte. Et c'est important de dire se sent parce qu'une partie effectivement sont des gens qui socialement sont plus en difficulté, mais pour une autre partie ça n'est pas le cas. Donc c'est vraiment le sentiment d'être privé de quelque chose
ce qu'on appelle le sentiment de privation relative, d'avoir l'impression de plus être finalement un groupe de population dominant dans son pays, ce qui évidemment est beaucoup plus une perception qu'une réalité pour les personnes dont on parle, mais il n'en reste pas moins que tout ça, si vous y ajoutez effectivement la méfiance vraiment à l'égard et qui est historique aux États-Unis entre par exemple le fédéral, le provincial, le sud, le nord des États-Unis, donc il y a un régionalisme marqué, les villes et les campagnes aussi, les communautés d'appartenance, et puis évidemment la consommation sur les réseaux sociaux numériques où vous avez vraiment des caisses de résonance qui sont complètement isolées. Donc en fait les gens ont accès à des récits complètement alternatifs, ils ne parlent pas la même histoire dans bien des cas, et puis effectivement avec ici un leader comme Monsieur Trump qui sait très bien jouer de toutes ces divisions-là, et puis du côté du camp démocrate quand même, le fait d'avoir contribué aussi vraiment à démoniser Monsieur Trump, à tort ou à raison, dans le sens où on pourrait penser effectivement que parfois Monsieur Trump a des attitudes de quelqu'un qui est évidemment extrêmement autoritaire, etc. Mais le fait de pointer ça du doigt contribue aussi à renforcer ces polarisations, même si on est d'accord avec ce propos-là. Oui, ça n'aide pas, et on peut pas penser aussi à l'immigration. Quelle est l'importance de la frontière dans la campagne électorale ? Oui, elle est très importante, on l'a vu. Elle est très importante, pourquoi ? Parce que M. Trump a un discours sur le fait... sur l'immigration, mais de manière plus générale, l'America First. Donc, quand vous parlez évidemment des États-Unis qui doivent arriver en haut de toutes les priorités, etc., il y a un discours sur la frontière. Donc, cette frontière-là, symboliquement, M. Trump l'a définie à travers notamment l'économie, tout d'abord. Ça, c'est un point important. Donc, et on l'avait vu quand il était au pouvoir, il a essayé de mettre en œuvre beaucoup de mesures protectionnistes, notamment vis-à-vis du Canada. Donc, cette question de on est protectionniste, on défend nos frontières, ça vient évidemment avec la question de l'immigration, où on l'a vu dépeindre la question de l'immigration dans des termes qui sont évidemment quand même absolument révoltants, faire des associations, parler effectivement des immigrants qui empoisonnent le sang de l'Amérique, etc., etc. D'ailleurs, une de ses priorités en termes de programme, c'est le renvoi immédiat d'un certain nombre d'immigrants dits illégaux. Donc ça, c'est très très important parce que ce discours-là, si vous voulez, nourrit là aussi encore plus de polarisation sur le sol américain. Il fait aussi le lien évidemment entre immigration et criminalité. Il l'a dit encore récemment sur le fait que les immigrants avaient peut-être la criminalité ou une partie d'entre eux dans leur chaîne, etc. Donc ces discours-là, si vous voulez, sont extrêmement là aussi présents. Oui, tout à fait. Et il semblerait, alors ça on le verra aussi encore une fois, que ça puisse être un enjeu dans l'issue du scrutin. Il a d'ailleurs dit qu'il fallait poursuivre le fameux mur qui existait déjà, qu'il avait arrêté de faire entre la frontière américaine et mexicaine, qui est là aussi un enjeu important. Donc oui, c'est très présent cette frontière-là. Symboliquement, je vous dirais, dans le discours de Monsieur Trump, qui parle souvent d'une forteresse assiégée, un peu pour essayer de décrire ce qui se passe aux États-Unis, en disant, il a dit ça récemment, qu'il y avait 70 000 Chinois régulièrement qui rentraient, donc que c'était, donc il comparait ça au nombre de militaires. Bref, il a tout un discours sur le fait que les États-Unis sont envahis de l'intérieur. Oui, mais l'immigration, c'est un sujet qui est sensible aussi au Canada, qui est sensible aussi au Québec. Pour terminer, peut-être, quel sera l'impact de cette campagne électorale américaine sur le Canada et sur le Québec ? Oui, alors cette campagne électorale va avoir un impact, je pense, en fait, sur la scène mondiale. Oui, aussi, oui. En introduction de cette conversation-là, vous nous disiez de l'impact, vous nous posiez la question sur l'impact du conflit russo-ukrainien et israélo-palestinien sur l'élection américaine. Je voudrais que l'élection américaine aura assurément, elle, un impact sur ces deux conflits-là. Ça, c'est très clair. Pour ce qui est du Canada, c'est évidemment majeur. Je le disais tout à l'heure, sur le plan économique. Tout d'abord, il va falloir voir quelle va être l'approche d'un éventuel candidat Trump. Lui, Monsieur Trump, pourrait changer beaucoup de choses. Donc, sur le plan économique, avec des mesures qui seraient très protectionnistes, même si c'est important de rappeler que les démocrates aussi ont mis en place des mesures protectionnistes. Oui. Absolument, tout à fait. Sur la question de l'immigration, à mon avis, c'est là
qui est l'enjeu le plus important, c'est que si effectivement M. Trump était élu et qu'il réalise une des priorités de son programme, qui est l'expulsion massive d'un certain nombre d'immigrants illégaux aux États-Unis, il y a fort à parier qu'on va avoir évidemment beaucoup de demandes de réfugiés ici à la frontière canado-américaine, incluant évidemment au Québec. Donc un certain nombre de gens vont essayer de franchir la frontière de peur d'être expulsés des États-Unis, légalement ou illégalement d'ailleurs. Donc ça, évidemment, c'est un impact majeur. La question aussi de la coopération via l'OTAN, c'est important, puisqu'on sait que M. Trump est extrêmement critique vis-à-vis de l'OTAN, de la contribution des partenaires de l'OTAN, incluant et à commencer par le Canada. Alors évidemment, on sait aussi que la relation entre M. Trump et M. Trudeau n'est pas bonne, vraiment pas bonne. Donc est-ce que, en tout cas, même si nous, on s'en va probablement à l'intérieur de la prochaine année en élection, il pourrait y avoir effectivement un peu de brouillage sur la ligne entre-temps. Donc je suis convaincu que effectivement ça aura un impact aussi sur la question probablement environnementale. Donc sur beaucoup de dossiers, l'élection américaine a un impact dans notre politique, d'ailleurs quotidienne parfois. Oui, vous pensez à quoi quand vous dites quotidienne ? À l'immigration, justement Immigration, qui est un dossier, comme vous le disiez tout à l'heure, sensible, mais également, si vous regardez toute l'économie, dépendance entre nos deux économies, des décisions intempestives d'un gouvernement américain peuvent avoir un impact sur la qualité de vie d'un certain nombre de nos compatriotes ici. Ça, c'est une certitude. Donc, je pense que la question aussi environnementale, c'est un enjeu. C'est un enjeu global. Donc, si M. Trump, il l'a dit, que l'une de ses 3 priorités, c'était drill, baby, drill, donc le fait d'aller chercher encore plus de pétrole, de schiste, de gaz de schiste et compagnie, ça a un impact direct, évidemment, possiblement sur notre je dirais, qualité de vie sur le plan de l'environnement, etc. Donc, la qualité de l'eau, on partage un certain nombre de points d'eau avec les États-Unis, etc. Donc, il y a quand même beaucoup d'enjeux, même si, évidemment, les compétences, souvent, à ce niveau-là, ne sont pas fédérales, elles peuvent être provinciales ou au niveau des États américains. Il n'en reste pas moins que tout ça a des impacts à court, moyen et long terme. Oui, c'est notre voisin, donc c'est le plus proche voisin, puis notre partenaire aussi économique et tout ça. Oui, c'est ça. Donc merci beaucoup. On était en compagnie du professeur David Morin, professeur à l'école de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke et co-titulaire de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Merci. Merci beaucoup. Voilà donc pour aujourd'hui. Comme toujours, Je vote pour la science. C'est une production de Science Presse avec Radio VM. À la régie, encore et toujours, Daniel Fortin. À la recherche cette semaine, aussi à la réalisation et au micro, Isabelle Burguin. Vous pouvez réécouter l'émission. Vous pouvez, si vous l'avez aimée, la partager et aller visiter la page de l'émission sur le site de Science Presse. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une très belle semaine à notre antenne. Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosome, de traductome, de protéome et de foldéome, de kinome, de protéasome, mais pas du glaucome de Guillaume.